transformant les carnets. Alors aujourd'hui, une drôle de nouvelle, c'est que c'est 3 fois là que je réexplorais à cause de tout ce malaise depuis 3 jours. Le surréalisme au service de la Révolution, la réédition facsimilée par Jean-Michel Place des 6 numéros de surréalisme au service de la Révolution, paru de 1930 à 1933, et je m'étais jamais aperçu que dans le numéro 1, j'avais une succession de pages blanches, une page pliée à l'imprimerie, donc qui n'avait été imprimée que recto et non pas recto verso, et je m'en étais servi à la fois pour retrouver ce texte là de stanza qui me manquait, mais aussi en réfléchissant à cette idée de page blanche, comme il suffisait d'avoir ça pour que ça devienne obsessif. Et aujourd'hui, les éditions Jean-Michel Place, en la personne de Jean-Michel Place lui-même, m'a mis un mot super gentil par email, me proposant de me remplacer le livre. J'en suis encore très impressionné, très touché, mais il ajoute une drôle de condition. Il dit « Je vous le remplace, mais par un que vous n'ouvrirez pas », puisque justement l'imaginaire de ces pages blanches est aussi. Ça, c'était aujourd'hui. Et je reste sur cette question de la légitimité à s'occuper de littérature dans des journées pareilles. Ceci dit, c'est peut-être plus sensible en ce moment avec tout ce qui boum, 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 se brasse de tous les côtés, mais c'est jamais si différent que ça. Et en gambergeant là-dessus, ce qui me revenait, c'est Dunsany. Alors Dunsany, je vais vous montrer qui c'est. On va passer sur l'ordi. Edward John Morton Drax Plunkett. Quel nom! 18e baron de Dunsany, irlandais, né le 24 juillet 1878 à Londres, mort le 25 octobre 1957 à Dublin. Ses œuvres sont publiées sous le nom de Lord Dunsany. Alors, athlète, sportif, passionné de chasse, écrivain prolifique. Mais ça, je reste toujours un peu dubitatif quand je vois utiliser ce mot. Il meurt donc le 25 octobre 1957, âgé de 79 ans. Il est enterré à Shoreham. Ses écrits sont très peu traduits en français, mais il publie durant un demi-siècle de carrière une 60aine de romans et recueils de nouvelles, plusieurs pièces de théâtre, des volumes de poésie, une traduction d'Horace. Là, voilà sa tête jeune, magnifique. Voilà sa tête âgée. Ça veut dire que, mort en 1957, un ensemble de nouvelles publiées en 1915, 51 Tales, 51 fables, 51 histoires. Je préfère fables parce qu'il y a ce côté allégorique, ne sera dans le domaine public qu'en 2027. Ouais, mais ça fait plusieurs années que je suis là dans ce chantier, mais ça approche 2027. Et alors, j'avais même tenté, il y a une fondation, enfin quelque chose qui est lié à sa famille, qui s'occupe soi-disant des droits. J'avais fait tous les démarches, j'ai jamais eu de réponse. Personne ne s'intéresse plus à Dunsany, et peut-être que maintenant, considérant même là, il y a ce truc-là, je l'ai trouvé parce que j'en voulais un exemplaire papier, puis finalement c'est une mise en page complètement atroce, en print on demand. Ça veut dire que là on trompe et on viole carrément les lois de copyright, mais c'est passé à travers les mailles. Moi je veux pas jouer à ça, mais voilà à quoi ça ressemble en ce moment, c'est-à-dire que j'ai les 51 histoires sur ma maquette, et si je monte là 75%, tchoc, voilà quoi ça ressemble. C'est-à-dire j'ai mes 51 histoires, chacune avec les titres, et j'ai essayé une composition en double page avec la version anglaise. Là, il y a quelques questions de longueur pour certaines, mais ça se réglera ensuite. La version anglaise en page gauche et la version française là, en belle page, et je crois que j'en ai traduit maintenant sur les 51 une bonne trentaine, oui, encore des sacrés blanches, et je crois que j'en ai déjà fait une lecture de quelques-unes dans l'instant Lovecraft. Quel rapport avec H.P. Lovecraft, Dunsany
on est en 1922, ou ouais, je pense en 1920-1922, dans ces moments-là, vient à Boston, enfin une tournée des États-Unis, comme ça se faisait à l'époque. Eh ben, tu fais des lectures, elles sont rémunérées. Et à Boston, il est reçu par justement l'association des journalistes amateurs, dont Lovecraft, qui est plus jeune que lui, puisque lui il est né en 1890, il a 12 ans de moins, mais qui meurt à 46 ans en 1937, c'est-à-dire 20 ans avant Dunsany, à charge de le présenter. Ça veut dire qu'ils vont correspondre et que Lovecraft, qui est passionné de ce travail-là, avec des cosmogonies, des faux dieux, des univers, à voir pour la première fois directement à Boston contact physique avec un auteur renommé, en tout cas qui pour lui représente quelque chose de solide. Et je crois que c'est cette rencontre avec Dunsany qui va donner qui va permettre à Howard Phillips Lovecraft de se constituer dans cette légitimité intérieure de dire j'écris de la fiction. Et cette soirée à Boston où Lovecraft présente Dunsany, je suis sûr que c'est un moment plus qu'important dans sa carrière. Et à ce moment-là, les 51 histoires existent depuis 5 ou 7 ans, et bien sûr, Lovecraft les connaît. Alors on a des sortes de poèmes en prose, très forte teneur symbolique ou allégorique. C'est un plaisir à traduire, mais c'est une espèce d'orfèvrerie. Alors sachant que pour moi, là, j'ai le rendez-vous seulement que dans 2 ans, je prends mon temps, mais toujours elles sont là, elles sont en chantier. Alors pourquoi pas aujourd'hui, je me suis dit, en reprendre comme ça, dans le petit quart d'heure qu'on passe ensemble dans ce podcast, un petit moment d'échange, et de lire celles qui pour moi sont plus liées justement à cet temps un petit peu tellement où le monde nous requiert tellement que la distance intérieure, on pourrait craindre qu'elle s'évanouisse. Vent et brouillard, je ne sais pas si on peut commencer par là. Ça c'est pour nous, dit le vent du nord, comme il descendait vers la mer, porté par un reste du vieil hiver. Et il vit devant lui le brouillard gris et muet que portaient les marées. Ça c'est pour nous, dit le vent du nord. Ô brouillard impuissant, c'est moi le chef dans la vieille guerre sans âge de l'hiver et des navires. Et ma force soudain les submerge, où je les pousse sur les énormes récifs. J'embrasse un océan quand tu avances d'1 kilomètre. Et là où j'ai croisé les navires, tout l'intérieur des terres j'imite. C'est bien, ça va permettre de corriger quelques coquilles en même temps. Quand je les drosse sur les rochers, c'est la mer que je nourris, que j'apparaisse. Et tout s'incline devant l'hiver, notre Dieu. Et le brouillard se tut sous son arrogante vantardise. Il se contenta de lever lentement, de s'éloigner de la mer, de ramper au long des vallées, prit refuge dans les collines, et quand la nuit revint et que tout fut calme, alors le brouillard commença à marmonner dans le silence, et je l'entendis décompter pour lui-même le récit infâme de son horrible butin, 115 galions de la vieille Espagne, et ceux qui d'Argos revenaient de Tyr, 8 flottes de pêcheurs, 90 vaisseaux de ligne, 12 navires de guerre sous voile et leurs canons, 387 gabarres de rivière, 42 caravanes et leurs épices, 4 galères à 5 bancs, 10 galères à 3 bancs, 30 yachts, 21 de ces vapeurs modernes, rajoute-le s'il te plaît, 9000 amiraux, et il gloussait en murmurant jusqu'à ce que je me lève brusquement et m'échappe de son effrayante contamination. Et alors ça aussi c'est une question que nous sur Thierry on discute souvent. Moi, par ma table de traduction, bon c'est évidemment là l'écran de l'ordinateur, il y a aussi évidemment les dictionnaires, mais j'ai toujours besoin, quand je travaille, de figurer une sorte de prémaquette du livre. Alors, tu vois, là, l'invité, là, on a le
texte anglais qui est là, il fait plus d'une page. Donc là, il y a un double blanc, la mort et l'Odyssée. Le temps, une fois qu'il rôdait de par le monde, ses cheveux gris n'ont pas de faiblesse, mais de la poussière prise à la ruine des villes, entra dans un magasin de meubles et se dirigea vers le rayon des antiquités. Il vit là un homme patinant le bois d'une chaise en y appliquant de la teinture et la battant d'une chaîne pour y imiter le travail des vers. Quand le temps découvrit qu'un autre accomplissait son propre travail, il resta près de lui un instant, le regarda dubitativement, enfin il dit « C'est pas comme ça que je travaille » et il fit virer au blanc les cheveux de l'homme, et voûta son dos, et creusa des rides dans son maigre et fourbe visage, puis se détourna et sortit parce qu'une puissante cité, devenue lasse et malade, qui depuis trop longtemps gênait dans le paysage, avait douloureusement besoin de lui. Ça c'est fait, ça c'est pas fait. Tranquille, lentement. L'ange et le ver, c'est fait. Le pays sans chant. Le poète arriva à un grand pays dans lequel il n'y avait pas de chant. Et il plaignait avec empathie une nation qui n'avait aucun de ces petits chants idiots pour se chanter le soir à soi-même. Et puis finalement, il se dit « Je vais leur composer quelques-uns de ces petits chants idiots pour rester joyeux sur les chemins et heureux devant le feu. » Et pendant plusieurs jours, il écrivit pour eux quelques chants futiles comme en chantent les servantes de maison sur les collines dans les vieux pays heureux. Alors il partit à la rencontre de ceux de ce pays, alors qu'ils étaient assis, là du travail de la journée, et leur dit « Je vous ai écrit quelques chants futiles en partant de ces contes et légendes sans raison qui ont parenté avec le vent dans les vallées de mon enfance, et vous auriez profit à les chanter dans vos soirs inconsolés. » Ils lui répondirent « Si tu crois qu'on a du temps pour cette sorte de non-sens de nos jours, alors tu ne dois pas en savoir beaucoup sur des progrès du commerce moderne. » Alors le poète pleura tout en disant « Hélas, les voilà damnés. » La dernière des choses sur la rive de la rivière du temps. Le démagogue et la demi-mondaine, le pavot géant. Oui, j'ai quand même fait un bon bout maintenant de ces 51 histoires. Il y a beaucoup la mort figurée chez Dunsany. 32, on perd à tous les coups. Une fois dans une taverne, l'homme se retrouva visage contre crâne avec la mort. L'homme se comporta gaiement, mais la mort ne salva personne, s'assit et appliqua ses mâchoires sur un sinistre vin rouge. « Viens, viens, disait l'homme, on a été des antagonistes assez longtemps. Si je devais perdre encore, je n'en serais pas triste pour autant. » Mais la mort restait à l'écart, contemplant son verre de vin sans condescendre à un mot de réponse. Alors l'homme s'approcha d'elle, respectueusement, et lui parlant tranquillement, mais avec entrain. « Viens, viens, répéta-t-il, ne prends pas cela pour un échec. » Mais la mort demeura lugubre et crispée en suçant ce vin de l'infamie et ne leva pas les yeux vers l'homme, se refusa d'entrer en compagnie. Mais l'homme détestait le lugubre aussi bien dans la bête que dans les dieux. Cela le rendait malheureux de voir la peine de son adversaire, et encore plus s'il en était la cause, et à nouveau il tenta de lui plaire. « Est-ce que tu n'as pas exterminé le dinaterium, dit-il. Est-ce que tu n'as pas vidé la lune? Pourquoi? Tu me battras encore ?» Et la mort eut un aboiement sec, soupira, ne dit rien, et maintenant l'homme s'était levé et parti à d'autres occupations, parce qu'il ne savait pas si la mort soupirait de pitié pour son adversaire ou parce qu'elle n'aurait plus pareil sport quand le vieux jeu serait clos et que l'homme aurait disparu, ou bien que peut-être, pour quelque obscure raison, elle ne souhaitait pas répéter sur la terre son triomphe sur la lune. Tu vois, parabole. Tout est ouvert, tout reste à interpréter. Et alors là, par exemple, là, revenir avec un petit peu de distance, si je cherche hand, with a dry and barking sun, death, wept, hand, nothing said, hand, presently man arose and went wandering away, for I knew not if death wept, et hand, moi j'ai traduit un peu fidèlement les et je crois que là maintenant, tu vois, c'est ça l'avantage de laisser mûrir. Je crois que je vais en enlever quelques-uns des et.
Il y en a une autre avec la mort pas très loin, la ville, la mort malade. La mort était malade, mais il lui apportait de ce pain que font les boulangers d'aujourd'hui, blanchi à l'alain, et ces viandes en boîte de Chicago avec une pincée de notre substitut moderne pour le sel. Ils l'emportèrent dans la salle à manger d'un grand hôtel. Dans cette atmosphère confinée, la mort respirait plus librement. Ils lui offrirent de leur thé indien bon marché. Ils lui apportèrent une bouteille de ce vin qu'on nomme champagne. La mort le but. Ils ouvrirent le journal et y cherchèrent les médicaments qui convenaient. Puis ils la nourrirent de la nourriture qu'on recommande aux invalides et un genre de médicaments qu'on prescrivait dans le journal. Ils lui donnèrent du lait et du borax, comme on donne aux bébés en Angleterre. La mort se releva, toute vaillante et forte, et s'en repartit, rôder par les villes. Et 51 histoires de Dunsany, publiées en 1915. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette période-là? Il enseignait l'anglais, comme il l'a fait le reste de sa vie, le baron Dunsany. Non, il était à la guerre. 38, le Sphinx de Thèbes, Massachusetts. Dans la ville construite de fer et d'acier, vivait une femme qui disposait de tout ce que l'argent pouvait offrir. Elle avait de l'or, des maisons et des actions, des chemins de fer, des animaux domestiques pour s'en amuser, mais n'avait pas de sphinx. Alors, elle leur ordonna de lui rapporter un sphinx vivant. Alors, ils visitèrent zoos et ménageries, puis ils explorèrent forêts et déserts, mais jamais ne purent trouver de sphinx. Et de nouveau, ce fut en vain. Mais ce n'étaient pas des hommes aisés à tromper. Et un soir, dans un désert, surveillant les ruines d'un temple dont ils avaient dévoré les dieux bien des siècles plus tôt quand la faim le tenait, ils découvrirent un sphinx. Et ils l'enchaînèrent, et la façon dont il se laissa faire était déjà de mauvais augure, et repartirent vers l'ouest avec leur prise, la lui amenèrent chez elle. Ainsi s'en vint le sphinx à la ville faite de fer et d'acier. Et la femme en fut heureuse, elle possédait un sphinx, et le sphinx un jour la regarda longuement dans les yeux, et à voix douce lui soumit une énigme. La femme ne put répondre, et elle mourut. Il y a encore les hands. Hands, a woman could not answer. Hands, she died. Hands, a sphinx. Et le sphinx de nouveau est silencieux et personne pour savoir ce qu'il compte faire. Et comme j'ai commencé avec le brouillard, je vais finir avec celle-ci, 41, qui s'appelle le brouillard. Le brouillard dit au brouillard « Descendons sur ceux d'en bas ». Et le brouillard se répandit. Le brouillard dit au brouillard « Let us go up into the dawns ». Ceux qui sont en bas. Descendons sur ceux d'en bas. Et le brouillard se répandit. Là, il faut les respecter, les haies. Et le brouillard grimpa sur les places élevées et remplit les combes et les creux. Et les bouquets d'arbres dans le lointain paraissaient des fantômes dans la brume. Mais je me rendis auprès d'un prophète, un qui les aimait, ceux d'en bas. Et je lui dis, pourquoi le brouillard vient se répandre sur ceux d'en bas, quand il se répand sur les places élevées et remplit les combes et les creux. Et il répondit, le brouillard est l'assemblée d'une multitude d'esprits qui n'ont jamais vu ceux d'en bas, et maintenant sont morts. Alors ils se répandent parmi ceux d'en bas qui sont morts et ne les ont jamais vus. Voilà, un petit peu de Dunsany, 51 Tales, 1915. Et je crois que là, dans les jours à venir, bon, d'accord, j'ai mon atelier d'écriture, le cycle d'été là qu'on est en train de préparer, et pour des livres un petit peu partout pour ça. Mais merci Dunsany de nous offrir ces échappées. Il y en a tellement besoin. Et tant pis si on doit payer le prix du récit avec
brouillard avec mort. Comme ça le monde, là, maintenant. Alors que lui, il en a connu deux.